Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire dédié à la qualité de l'air intérieur. Il est 11 heures, donc on va commencer. Il s'agit du troisième webinaire dans une série de trois. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la ventilation et aux phases de chantier et de réception. Alors, le programme du jour est riche en contenu et il va vous permettre d'explorer des solutions de renouvellement d'air adaptées aux besoins des occupants, aussi d'appréhender des bonnes pratiques en phase chantier pour maintenir la qualité de l'air intérieur, et puis voir comment s'assurer de l'atteinte des objectifs de QAI par des mesures en fin de chantier et comment préparer l'exploitation. Quant à moi, je m'appelle Lina Bourgeois, je travaille au pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, qui est le centre de ressources régionales du bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté. Notre mission est d'accompagner le changement des pratiques des professionnels et acteurs du bâtiment dans le cadre de la transition énergétique. Cet accompagnement, si vous nous connaissez, peut prendre la forme d'événements de sensibilisation et d'information comme aujourd'hui, des formations ou alors de manière plus large, un accompagnement ou une mobilisation autour de différents sujets de la construction durable. Le pôle énergie fait partie du réseau bâtiment durable qui est animé par l'ADEME. On est 21 structures à l'échelle de la France et nous sommes financés par la région Bourgogne-Franche-Comté, l'ADEME et l'ARS. Alors pourquoi un cycle de webinaire sur la QAI? Tout simplement parce que la qualité de l'air intérieur est une préoccupation de santé publique qui n'est pas encore suffisamment pris en compte par les acteurs du bâtiment. Chaque maillon de l'acte construire a un rôle à jouer pour réaliser un bâtiment sain. Et cet enjeu, évidemment, il s'accentue encore quand il faut concilier l'efficacité énergétique et qualité de l'air intérieur. Et je tenais à préciser, avant d'aller plus loin, que l'action du pôle énergie en matière de QAI s'inscrit dans le cadre du plan régional de santé et environnement numéro 4, le PRSE 4, de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Alors, l'objectif de ce cycle de webinaire est de vous outiller pour une meilleure prise en compte de la QAI dans le cadre de vos projets. Nous vous avons donné rendez-vous une fois par mois pendant 3 mois pour approfondir le sujet. Et le tout est disponible en replay. Donc, vous avez un premier rendez-vous qui approfondit les enjeux et les stratégies pour les acteurs du bâtiment. Un deuxième, il y a un mois, qui détaillait comment établir et utiliser un diagnostic et comment faire un choix pertinent de produits de construction. Et puis finalement, le webinaire d'aujourd'hui qui s'intéresse donc au renouvellement d'air et aux phases chantier et réception. Ce webinaire dure 1h15, donc on va se quitter à 12h15. Et je tenais juste à vous donner quelques informations pratiques. Nous avons prévu un temps pour vos questions en fin de webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire et nous y répondrons avec l'intervenante du jour à la fin. Et aussi, sachez que le support de présentation et le webinaire vous seront envoyés par mail après et sont aussi disponibles sur le site du pôle énergie. Et après cette introduction, je vais donner la parole à l'intervenante du jour, Soline Martin. Bonjour. Bonjour Soline, je te remercie d'avoir pris ton temps pour partager ton expertise et en matière de qualité de l'air intérieur. Alors, tu es responsable de projet au sein du bureau d'études Medico, qui est spécialisé en santé environnementale. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux présenter succinctement votre activité et je vais en plus te donner la main et arrêter le partage. Hop, alors. Bonjour à tous. Merci Lina pour ton engagement. Merci aussi pour l'invitation donc à vous partager à partager autour de ce sujet qui m'intéresse bien sûr très fortement et qui est aussi central dans l'activité de Medieco. Donc aujourd'hui, pour en dire quelques mots sur Medieco, nous sommes un bureau d'études qui accompagne les acteurs du bâtiment et de l'aménagement à intégrer les thématiques de santé. La santé, c'est large, c'est le bien-être physique, psychique, social.
La qualité de l'air est un enjeu donc voilà, lié à l'aspect, à la dimension physiologique, qui est un sujet aujourd'hui de santé majeur et qui est donc un des sujets parmi plein d'autres, mais en tout cas un sujet d'importance dont on va continuer de parler de ce sujet aujourd'hui. Nous sommes en AMO qualité de l'air intérieur dans des projets de construction de tertiaires, de bureaux, de logements collectifs ou de bâtiments publics dans toute la France, avec ou sans démarche référentielle qui existe aujourd'hui. On en a parlé en webinaire numéro 1. Et puis, on est implanté à Nantes et à Lyon, mais on travaille, comme je disais, à l'échelle de la France avec une équipe variée en termes de compétences. Voilà, nos missions sont variées, à la fois de l'AMO pour accompagner bailleurs, promoteurs, collectivités à intégrer la qualité de l'air ou la santé au sens plus large, avec ou sans démarche, label, certification ou démarche qui existent. On en parlera un petit peu aujourd'hui aussi. On fait de la mesure de qualité de l'air intérieur à réception, en exploitation ou bien lors d'audits sanitaires quand on suspecte que l'air intérieur des bâtiments est responsable de désordres qu'on observe chez les gens qui vivent à l'intérieur. On agit aussi à l'échelle des quartiers, de la ville, avec des démarches comme l'urbanisme favorable à la santé ou d'autres démarches qui existent pour considérer ces thématiques de santé à l'échelle plus globale. On accompagne les industriels, on fait des formations, de la sensibilisation et aussi on participe à des projets innovants avec les subventions de l'ADEME très souvent et composé aussi de plusieurs professionnels à chaque fois. Donc ici, je vous propose de présenter quelques outils qui ont été élaborés dans le cadre dans cette R&D avec les soutiens de l'ADEME, qui sont plutôt donc associés à notre thématique d'aujourd'hui. Vous avez par exemple la démarche écrin à droite du slide, qui est une démarche de management de la qualité de l'air intérieur et qui accompagne les acteurs de la construction ou de la rénovation des bâtiments pour voilà, dire qui doit faire quoi à chaque étape d'un projet pour intégrer la qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est une démarche qui est portée par le réseau Bâtiments Durables et que je vous invite aussi à découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Ensuite, vous avez des projets en lien avec la ventilation, par exemple, VNAT, donc la ventilation naturelle ou naturelle hybride, et le lien avec la qualité de l'air intérieur. Des projets en lien avec la performance énergétique et la qualité de l'air intérieur au regard de la rénovation, par exemple. Et puis, je vous présenterai un petit peu plus tard aussi, en haut à gauche, l'atelier Airbat. Donc, ces ateliers sont des ateliers sur chantier pour sensibiliser les entreprises à la qualité de l'air intérieur. Voilà quelques exemples. L'objectif, c'est plutôt de vous dire qu'il y a de la ressource. Tous ces projets sont bien sûr soutenus par l'ADEME, donc les rendus finaux sont disponibles. Voilà, donc commençons notre webinaire. On a vu en webinaire numéro 1, pour rappel, comme quoi la qualité de l'air est un besoin vital. On a regardé les polluants, les sources associées, les impacts sanitaires et le contexte autour de la qualité de l'air intérieur, à la fois socio-économique ou réglementaire, ou les démarches volontaires qui existent. Et face à ce contexte qu'on a décrit, la stratégie se décompose ensuite en 4 étapes successives. Dans le webinaire numéro 2, nous sommes rentrés dans les 2 premières étapes d'un projet de construction ou de rénovation pour savoir les principales clés pour intégrer la qualité de l'air intérieur. Puis, donc à savoir la réduction des transferts de pollution extérieure vers l'intérieur des bâtiments et comment limiter les sources intérieures de pollution. Aujourd'hui, dans le webinaire numéro 3, nous rentrons dans les 2 étapes suivantes pour intégrer la qualité de l'air intérieur, à savoir le renouvellement de l'air adapté aux besoins des occupants. Ensuite, comment faire perdurer tous les efforts en exploitation par la sensibilisation à la fois des acteurs en charge de la maintenance ou les occupants eux-mêmes. Et puis, on fera un focus aujourd'hui aussi plus spécialement sur la partie chantier, qui est une phase clé dans chaque projet qui parle du sujet. Et pour rappel, j'aime bien quand même
commencer par dire que l'ambition est de savoir économiser l'énergie, mais sans faire l'économie de la santé dans les projets. Comment on construit des bâtiments qui respectent aussi la santé des occupants, donc en intégrant ce critère dans la conception. Et aujourd'hui, donc, je suis là aussi pour vous, voilà, pour vous challenger un petit peu sur ces sujets-là. Donc, voilà notre programme du jour. Donc, pour rappel, un projet, quand on prend la qualité de l'air intérieur dans un projet, on doit commencer par un diagnostic approfondi sur ce sujet, traduire les objectifs définis en début de projet au regard du contexte, à chaque étape de la conception, notamment jusqu'à la phase cruciale du DCE, où on consulte les entreprises, où les pièces écrites sont rédigées et où on doit du coup intégrer tous ces objectifs dans chacun des lots. Ensuite, on regarde donc les candidatures des entreprises qui sont donc qui répondent donc aux différentes pièces écrites du marché. Puis la phase chantier arrive avec plusieurs points de vigilance qu'on décrira aujourd'hui. Et la phase réception entre bien sûr en jeu, puisque c'est le moment de mesurer à la fois le système de ventilation, mais aussi l'air qu'on respirera dans les bâtiments, donc l'air contenu dans les bâtiments, pour vérifier l'atteinte des objectifs. Puis, la partie exploitation est aussi une phase importante. On a moins la main en tant que concepteur, mais il y a plein de choses à faire quand même pour qu'elle démarre correctement. Très bien, merci Céline pour cette introduction des activités de Medieco et puis aussi le rappel des éléments d'une stratégie QAI. Alors, on va désormais rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser à différentes solutions possibles et disponibles pour renouveler l'air dans un bâtiment. Et sans dévoiler le contenu, je peux déjà dire qu'il n'y a pas de solution miracle adaptable partout. Je te laisse rentrer dans le sujet. Évidemment, on va parler de la spécificité en fait, de chaque projet, puisque c'est quand même pour la qualité de l'air essentiel de concevoir au regard du contexte, le contexte extérieur du bâtiment, comme on l'avait vu. Il n'y a pas forcément une solution miracle, puisque tout dépend déjà à quoi on est exposé. On a bien vu qu'il y a des projets pour lesquels l'attention doit d'abord être portée sur la réduction des transferts de pollution extérieure vers l'intérieur et se concentrer là-dessus, puisqu'il y a beaucoup à faire. Alors que d'autres projets sont plutôt avec un contexte favorable. Et alors à ce moment-là, notre attention va beaucoup être portée sur les sources intérieures, comme on l'a vu au webinaire numéro 2, et on passe l'énergie à optimiser les sources intérieures. On ne peut pas faire un projet parfait d'emblée pour commencer. Donc des fois, voilà, on doit cibler où on mène le combat, on va dire, et où on porte les efforts. Dans tous les cas, la ventilation, une fois qu'on a réduit l'ensemble des pollutions à l'intérieur du bâtiment, que ce soit les pollutions extérieures ou les pollutions intérieures qu'on apporte par la construction ou la rénovation, il faut ensuite ventiler pour différentes raisons. Donc, on va voir pourquoi on ventile. Alors, la première raison, c'est de bien sûr réguler l'hygrométrie et le développement des moisissures et des acariens qui y sont associés. L'hygrométrie, c'est donc lié à la teneur en eau dans l'air. L'eau en soi, on a vu, n'était pas un polluant, sauf qu'en fait, quand elle devient trop importante dans l'air ou dans les supports, peut déclencher des problématiques de développement de biocontaminants comme les moisissures. Ces polluants sont néfastes pour la santé, on le redira après en quoi, mais vous savez déjà que c'est un sujet évidemment important, d'autant plus dans les bâtiments performants, où on a bien sûr une étanchéité à l'air du bâtiment renforcée et donc une concentration des polluants ou de l'humidité qu'il faut gérer de manière performante normalement là aussi. Donc j'y reviendrai après. On ventile aussi pour diminuer la contagiosité des maladies infectieuses. Le bâtiment n'est pas responsable, n'est pas source de virus ou de bactéries, c'est pas le bâtiment qui les émet. Par contre, le bâtiment peut être responsable de la propagation de ces maladies ou des virus ou des bactéries qu'apportent
les occupants. Donc le bâtiment, à la fois, peut aussi être solution, on va dire, en termes de, voilà, de gestion, en tout cas de l'air par la ventilation. Il permet d'évacuer toutes sortes de polluants qui sont aussi physiques ou chimiques ou des odeurs. Il permet de réduire l'exposition au radon et puis il permet d'améliorer les performances humaines. Certaines études montrent qu'il y a un lien entre les bonnes performances du renouvellement d'air et les performances humaines, à la fois scolaires ou professionnelles. Quand le CO2 augmente, par exemple, il y a des somnolences, un impact sur les maux de tête et une diminution de la concentration. Donc, certains ont cherché à mettre un lien entre performance humaine et qualité de l'air intérieur. Renouveler l'air permet de réguler, donc on a vu les polluants, mais aussi l'humidité. C'est très important du point de vue sanitaire, car quand on a trop d'humidité dans le bâtiment, ça pose problème, et quand on n'en a pas assez, ça pose problème aussi. On dit que la plage d'humidité relative dans l'air, elle est satisfaisante quand elle se situe entre 40 et 60%. Alors d'autres études disent entre 30, jusqu'à 30 pour descendre, ou bien 65%. C'est une fourchette que je vous donne, mais c'est souvent 40-60. On considère en fait au-dessus de 65% qu'on commence à avoir un phénomène de parois froides, de condensation et le développement de tous les biocontaminants dans les moisissures, dont les moisissures. Et trop d'humidité va aussi contribuer parfois à accentuer les émissions dans l'air de certains matériaux, notamment les matériaux d'origine plutôt naturelle. Et à l'inverse, quand on est dans une humidité relative trop basse, on a la sécheresse de toutes les voies respiratoires, gorge, yeux, nez. Qui dit sécheresse dit aussi qu'on est plus sensible aux contaminations par les microbes et les virus. Et puis une sensation d'inconfort aussi bien souvent associée. Voilà, donc retenez qu'il y a une plage d'humidité relative qui est aussi à prendre en compte dans la conception. Ici, on repart des campagnes de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qu'on avait décrites en premier webinaire. Donc, vous savez que l'OQAI s'intéresse à différentes typologies et dans le résidentiel, à des logements de performance énergétique variées. Ici, vous avez à droite les résultats d'une campagne. Donc, en vert, une campagne dédiée au logement performant d'un point de vue énergétique. Et puis la campagne en noir, qui est une campagne sur l'ensemble de logements qui représentent les résidentielles principales françaises. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a montré que quand on regarde la présence de moisissures visibles sur les murs, on a un pourcentage beaucoup plus important dans la représentativité des résidences principales françaises. Et finalement, dans les logements performants, on a très peu de moisissures visibles. Par contre, les moisissures, elles émettent des spores, vous savez, dans l'air et des COV. Et si on les mesure, c'est-à-dire ce qu'on appelle le développement fongique actif, on se rend compte que dans les bâtiments performants, on a 47% des bâtiments qui ont des spores et des COV de moisissures dans l'air, alors que les moisissures ne sont pas visibles. Contre 37% dans le panel de résidences françaises donc, qui était en vert. Pardon, en noir. Donc, ça veut dire quand même que dans les logements qui sont de plus en plus performants énergétiquement, un logement sur deux, ou en tout cas proche de 50% des logements, donc un logement sur deux est contaminé par les moisissures, même si elles ne sont pas visibles sur les supports. D'où la nécessité de s'y intéresser et de mesurer la présence de ces moisissures aussi dans l'air. Voilà. En quoi ces moisissures impactent la santé? Donc, elles sont à l'origine d'odeurs, mais aussi toutes sortes d'effets, notamment irritatifs, immunoallergiques, notamment les symptômes comme l'asthme, qui peut être exacerbé par la présence de moisissures, infectieux, toxiniques et parfois cancérogènes. Par certaines toxines et COV qui peuvent être émis par certaines moisissures. Attention, c'est des cas très rares, mais avec des moisissures voilà, qui sont précises et pas souvent rencontrées, mais c'est une exposition qui peut aussi entraîner ces effets-là. Donc, attention à ne pas se focaliser uniquement sur les effets des polluants chimiques, mais aussi de prendre en compte cette partie humidité qui est absolument nécessaire à gérer et pas
pourtant toujours facile aussi à maîtriser, on le sait. J'aimerais profiter donc de ce webinaire aussi pour vous dire que la réglementation, autant sur les produits de construction, on a bien avancé quand même en France, même si on souhaiterait voilà, que ça avance encore plus, mais l'étiquetage qu'on avait vu en webinaire numéro 2, les labels, leur complémentarité qui existent. Autant sur la question de la ventilation, on pourrait dire qu'on est un peu en retard par rapport aux autres pays. Si on reprend les différentes réglementations ventilation et les différentes réglementations thermiques dans certains autres pays, vous voyez qu'ailleurs qu'en Europe et en France, quand la réglementation thermique évolue, la réglementation ventilation évolue en parallèle. Or, en France, notre réglementation continue d'évoluer sur la partie énergétique. Et pourtant, notre réglementation ventilation, elle date d'il y a presque 40 ans pour le logement. Les arrêtés de 82 sont ceux qui sont donc toujours d'actualité et cette réglementation est assez ancienne. Pourtant, les bâtiments sont de plus en plus étanches, ils sont de moins en moins fuyards, donc il n'y a plus de fuite d'air parasite et entre autres, et la réglementation de ventilation n'a pas du tout évolué. On va voir quelles sont les limites par ailleurs. Par ailleurs, donc, il y a d'autres limites aussi hein, dans notre réglementation qui sont à considérer pour aussi mieux concevoir au regard de la qualité de l'air intérieur. Les occupants aujourd'hui sont considérés comme seuls pollueurs. Par exemple, quand on parle de ventilation simple flux, en France, dans le logement, on a un arrêté qui a autorisé l'hygroréglable, qui module donc la ventilation par rapport à la quantité de vapeur d'eau dans l'air. Ça veut dire que la ventilation se régule juste quand il y a l'occupation et quand il y a production d'humidité dans la cuisine ou les pièces humides, par exemple. Mais ça veut dire que cette réglementation ne prend pas en compte tout l'aspect lié au bâtiment, hein, les émissions liées au bâtiment. On a vu, elles sont nombreuses, ces émissions liées aux produits, aux matériaux, leurs produits de pose, les activités des occupants ou autres qui peuvent aussi émettre toutes sortes de polluants. Voilà, on a un débit qui est considéré donc peut-être un peu faiblard, on va dire, puisqu'on ne prend pas en compte les émissions liées au bâtiment. Ensuite, on livre aujourd'hui des bâtiments sans savoir assez si la ventilation fonctionne bien. Les règles de l'art prévoient des contrôles des débits à réception. C'est important de les demander, de les systématiser, puisqu'on a voilà, des débits parfois insuffisants dès la réception des bâtiments. On devrait déjà contrôler cette ventilation à réception, puisque ça serait déjà très bien d'avoir les débits réglementaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a une étude faite par le CEREMA sur toute la partie réglementaire liée à la ventilation, qui date d'il y a quelques années et montrait que dans le logement collectif, on a 40% de non-conformité liée à tous les aspects réglementaires de la ventilation. Dans ces 40%, il y a aussi des débits qui ne sont donc pas atteints ou des ventilations qui ne marchent pas parfois à réception, mais il y a aussi tout type de désordre réglementaire. C'est important de marteler qu'on doit mesurer à réception pour cette raison notamment. Puis, autre point, pour vous montrer un peu la limite de certains points réglementaires de la ventilation, la réglementation ne prend pas en compte la physiologie des différents individus et notamment les enfants qui ventilent plus, contrairement à ce qu'on peut penser, et sont plus vulnérables. On avait vu en webinaire numéro 1 qu'ils produisent autant de vapeur d'eau et de CO2 que les adultes et absorbent 2 fois plus de polluants pour une même quantité d'air inhalé que les adultes. Donc, ils sont plus vulnérables. Et s'il faut faire attention à une population plus qu'une autre, c'est bien les enfants qu'il faut protéger d'abord. Et pourtant, les débits qui leur sont accordés sont plus faibles que ceux des adultes. Et ce que je disais tout à l'heure, donc les débits réglementaires intègrent le fait que les bâtiments sont un peu fuyards, alors qu'aujourd'hui, les bâtiments sont heureusement plus étanches, mais on n'a pas forcément révisé en parallèle les débits réglementaires. Différents systèmes existent pour ventiler ou aérer les bâtiments. C'est important de bien savoir de quoi on parle avant de commenter chacun des systèmes.
Donc, l'aération, c'est pas un système mécanique, hein, c'est juste l'ouverture des fenêtres. Elle est complémentaire au renouvellement d'air parce qu'elle permet d'éliminer les pics de pollution. Et ça, c'est très important. Les pics de pollution, ça peut être l'humidité générée par une douche, la cuisson, mais ça peut être aussi les pics de pollution liés à une occupation qui émet des substances chimiques ou particulières ou dans le bâtiment. Cette aération ne suffit souvent pas, mais en tout cas, elle est très intéressante en complémentarité avec un système de ventilation, de renouvellement d'air. Après, il n'y a pas de système parfait. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Euh, Par exemple, la ventilation naturelle, qui peut être combinée à un petit moteur en toiture pour pallier aux insuffisances de tirage thermique. C'est ce qu'on appelle la ventilation naturelle assistée ou hybride. Et puis, vous avez la ventilation mécanique, simple flux, qui peut être par insufflation ou extraction, qui peut être hygro, auto, hygro A, hygro B, selon la modulation en entrée d'air et sortie d'air. Puis, la ventilation mécanique double flux, qui a ses avantages et ses inconvénients aussi, et qui n'est pas une solution systématique non plus à avoir, mais elle a l'avantage de pouvoir maîtriser les débits, en tout cas de pouvoir aussi filtrer l'air entrant quand on a besoin de le filtrer. On va le voir par ailleurs un peu plus loin. Euh, Certains systèmes permettent de moduler les débits. Donc, en fait, sur la programmation horaire, par exemple, pour ventiler quand on a l'occupant. Ça peut être par rapport aux horaires d'occupation, par rapport à une détection de présence, etc. Il est important voilà, de pouvoir toujours concilier énergie et qualité de l'air, ça c'est un fait, mais par exemple de moduler les débits, par exemple par rapport aux horaires de présence, mais peut-être démarrer la ventilation au débit maximum plusieurs heures, 2, 3 heures avant l'arrivée des occupants, par exemple, pour être sûr que à l'arrivée des occupants, on a un air satisfaisant pour eux. On peut aussi moduler les débits en fonction de capteurs, de CO2, d'hygrométrie, de température, de CO, de toutes sortes de COV, composés organiques volatiles, qu'on a décrits précédemment dans les autres webinaires. Aujourd'hui, tout existe. Simplement, voilà, ça demande parfois un effort un peu supplémentaire dans la conception, mais c'est tout à fait intéressant de pouvoir aussi réguler la ventilation sur d'autres paramètres que ceux qui sont aujourd'hui couramment pratiqués, afin d'adapter les débits aux besoins des occupants là où ils sont. Par exemple, je parlais ici de ventilation, ventilation simple flux. C'est pas toujours voilà, satisfaisant de ventiler un logement uniquement par rapport à l'humidité que les occupants génèrent. On pourrait tout à fait imaginer, et ça existe déjà, certains le font, des industriels, de réguler aussi par rapport au CO2, par exemple, dans les chambres la nuit, puisque c'est là où la pollution est générée pendant au moins 8 heures chaque nuit dans chacun des logements en France. Donc, c'est intéressant de ventiler principalement les pièces de vie le jour et puis les chambres à coucher la nuit. Bon, c'est un exemple qu'on pourrait promouvoir, mais il y a d'autres exemples aussi à imaginer. Voilà, aussi un diapo pour vous dire que la ventilation n'a pas aujourd'hui de l'eau spécifique et pourtant c'est un métier à part entière. Pour que le système fonctionne, il y a la conception, la mise en œuvre et la vérification. Et ces 3 items sont très importants. Aujourd'hui, la conception, les bureaux d'études, bien sûr, anticipe, que ce soit pour tous les systèmes, ce qu'il faut mettre en place, etc. Mais on a encore des besoins, notamment sur le chantier, de sensibiliser et de monter en compétence une catégorie d'acteurs qui serait spécifique à la phase ventilation, puisqu'en fait, c'est devenu des machines bien complexes dans les bâtiments et nécessitent des compétences aussi spécifiques. La réglementation, vous savez sûrement qu'elle se décompose par rapport aux typologies. Dans le logement, c'est les débits d'air extraits, donc dans les pièces humides comme cuisine, salle de bain, toilette, et fonctionne sur un principe d'aération générale et permanente. Quand c'est un système donc par balayage, il faut aussi vérifier
toutes sortes de choses comme le détalonnage des portes, enfin en tout cas que l'air puisse bien passer de l'extraction, enfin de l'entrée d'air jusqu'à l'extraction d'air. Puis, pour les autres typologies, on parle plutôt des débits d'air neuf. Le Code du travail donne les débits pour les salariés par un décret de 2008. Et quand on parle de bâtiments comme des écoles, des crèches, des lycées, des collèges, etc., c'est le RSDT, Règlement sanitaire départemental type, qui donne des débits. Donc, en gros, dans le bâtiment, on a 25 mètres cubes heure par personne, c'est le code du travail, alors que pour les crèches, on est régi par le RSDT et un enfant a le droit uniquement à 15 mètres cubes heure par personne. Et le collège et le lycée, quand on grandit, on a le droit à un peu plus d'air, on est à 18 mètres cubes heure par personne. Et il faut attendre d'être adulte pour avoir une même quantité à 25 mètres cubes heure par personne. Or, je redis, hein, pour nous, enfin, on est pour l'idée que tout le monde a besoin du même débit, 25 mètres cubes par personne. On ne gagne pas tous les combats, notamment quand les bureaux d'études où ces sujets font beaucoup débat, mais certains sont importants à mener et selon nous, les enfants méritent ces débits. Sachez aussi qu'il y a des normes qui poussent à aller plus loin sur les débits. Il y a plein de projets où on arrive, notamment dans les bureaux, à pousser bien sûr les débits au-delà et ça a du sens aussi au niveau sanitaire. Et il faut toujours trouver voilà, un arbitrage entre énergie et santé. Par ailleurs, la ventilation, c'est aussi une carte pour filtrer l'air extérieur vers l'air intérieur. Là, c'est un rappel du webinaire numéro 1, mais qui a du sens ici, donc c'est pour ça que je vous en reparle. Certains systèmes permettent de ventiler l'air extérieur, pardon, de filtrer l'air extérieur vers l'air intérieur. Quand il y a une pollution et qu'il faut la gérer, tous les systèmes, du coup, ne peuvent pas le faire. La double flux peut le faire, c'est son avantage. D'autres systèmes aussi hybrides, on va dire, ou en tout cas nouveaux, innovants, permettent de filtrer notamment les particules sur les entrées d'air, par exemple en simple flux. C'est le cas de la filtration électrostatique dans des coffrets de volets roulants ou bien des entrées d'air sur façade qui permettent par ces filtres d'abattre la pollution particulaire fine. On n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience sur ces systèmes-là, mais par contre c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de consommable, il faut laver. Bon, ça demande quand même à l'occupant, en tout cas en exploitation, de faire cette action. Donc, c'est quand même pas neutre, il faut l'anticiper, pouvoir être sûr que ça soit fait, etc. Mais c'est un système qui permet parfois de pallier voilà, un manque de possibilité de faire une double flux dans ces cas-là où il y a la pollution. Et puis, il y a aussi les simples flux par insufflation qui peut aussi permettre de filtrer un peu, en tout cas, l'aspect particulaire. Par contre, les doubles flux permet, dans ces cas de pollution extérieure, de pouvoir filtrer à la fois les particules et les molécules gazeuses. Donc. Petit point aussi de rappel, mais c'est important, c'est que depuis plusieurs années déjà, on est passé à une nouvelle norme qui donc classifie les filtres pour donc filtrer l'air extérieur vers l'air intérieur. On parlait avant de, peut-être ça vous parle, ces combinaisons G4, F7, G4, F8, donc grossier, moyen, fin. Aujourd'hui, cette norme qui était européenne, on est censé ne plus en parler et on est passé à une norme internationale ISO 16880 qui donc classifie les filtres par taille de particules. Donc, on est en IPM1, IPM2,5, IPM10 ou particules grossières. Et à chaque fois, on dit donc IPM1. Donc, IPM1, c'est pour les particules de taille avec un diamètre de 1 micromètre. Voilà, si on est performant à 50%, 70%, 80%, etc. Et voilà, et donc ce tableau n'est pas, attention, une source, enfin, il y a eu plusieurs tableaux qui ont existé sur les correspondances. En tout cas, c'est pour vous donner une idée, même si vous pouvez ensuite affiner ça avec les bureaux d'études fluides le moment venu dans les projets. Merci beaucoup, Céline. Alors, on a vu au fil des différents webinaires que pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur dans son bâtiment, il faut d'abord veiller au transfert de polluants extérieurs. Il faut faire un choix pertinent de produits de construction avec, si possible, une labellisation qui garantit des faibles émissions. Et finalement, on doit faire un choix adapté du système de ventilation. Mais on ne peut pas s'arrêter là.
parce que si on laisse, si on abandonne la vigilance en phase chantier, c'est pas gagné pour autant en fin de chantier. Donc il y a des points de vigilance, il y a des choses à faire et à ne pas faire en phase chantier. Donc on va rentrer dans les détails pour voir ce que c'est précisément. J'attire aussi juste ton attention sur le timing. Oui, On est un petit peu décollé, donc oui, je oui. te laisse adapter. Oui, donc exactement, c'est important en phase chantier de vérifier que tout se passe comme prévu. Donc on sait que cette phase-là est une phase essentielle pour vérifier que tous les produits qu'on avait prescrits sont bien mis en œuvre, donc ceux du webinaire numéro 2, que la ventilation est bien installée selon les exigences et, voilà, on va dire de choix de produits, mais aussi surtout la mise en œuvre. Le chantier est un moment privilégié pour maîtriser l'humidité et ensuite contrôler que tout fonctionne bien à réception. Donc, je vous donne voilà, pas mal de photos pour illustrer mes propos. Là, vous regardez les images et vous allez me dire, donc, voilà, vous allez vous dire, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise pratique? Donc, celle-là, on est d'accord que c'est pas terrible et pourtant, c'est classique. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas d'obligation de vérifier le niveau d'empoussièrement avant la mise en route du système de ventilation. Ça veut dire que des conduits comme ceux-là peuvent être mis en œuvre et derrière, avec un peu d'humidité, un peu de condensation, on a un développement de moisissure dans les conduits de ventilation. Donc, la bonne pratique associée, c'est bien sûr de protéger les conduits sur le chantier, soit à l'arrivée sur le chantier, soit en amont par le fabricant qui propose parfois donc, ces conduits encapuchonnés pour ne pas avoir la poussière qui rentre à l'intérieur. Mais c'est d'abord aussi bien stocker voilà, les pièces pour qu'ils ne soient pas exposés à autant de poussière. Ici, un produit, et quand on fait contrôle sur le chantier, qu'on se balade, on vérifie les produits, s'ils sont conformes ou pas. Et là, quand on fait un passage, bien sûr, on dit que c'est pas normal. On doit systématiser la classe A+. Je vous rappelle, avec un rapport d'essai ou attestation de laboratoire qui confirme le niveau A+, de la classe d'étiquetage. Ensuite, ici, bonne pratique associée donc à la première photo que je vous montrais. C'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir sur le chantier, bien sûr de stocker les produits à l'abri de la poussière, mais aussi autant que possible, donc bien sûr d'encapuchonner. Donc le mieux, c'est en amont chez le fabricant ou bien sur le chantier, à l'arrivée sur le chantier. Donc ça, c'est important de le dire très très tôt dans le projet, dès le début en fait, parce que c'est un petit surcoût qu'il faut intégrer et en tout cas écrire à chaque notice. À écrire aussi, surtout dans les pièces écrites, et à vérifier sur le chantier. Malheureusement, mauvaise pratique couramment observée liée à l'étanchéité à l'air qui se renforce. Donc, des petites moisissures qui, pour l'instant, sont sur une surface qui pourrait, voilà, on doute que la ventilation soit du coup déjà en place et ça pourrait être une surface qui prend de l'ampleur. Quand les chapes ou les dalles sèchent, il y a donc un moment très fragile dans le bâtiment puisque là, les supports, pour eux comme les plaques de plâtre, peuvent être l'endroit de développement important de moisissure. Face à cette mauvaise pratique, on a cette bonne pratique qui est celle de mettre en place un système d'extraction de l'air ou un déshumidificateur donc spécifique à la phase chantier et qui permet soit au support de sécher plus vite ou au moins d'extraire l'humidité qui est très importante à ce moment-là du projet. Donc on entend souvent les contraintes de planning sur le chantier et une envie parfois de gagner un peu des jours par rapport au séchage de ces supports. Or, c'est un moment crucial puisque en fait, si les supports ne sont pas suffisamment secs pour apposer les produits ultérieurs, alors on se retrouve dans des situations où il peut y avoir des réactions d'hydrolyse. Donc, des produits qui sont appliqués par-dessus pourraient réagir avec l'eau et engendrer des pollutions secondaires liées à cette réaction d'hydrolyse. Donc, ces dispositifs-là, pareil, on en parle très, très tôt dans le projet et on les intègre dans les pièces marché à la charge de l'entreprise pour pouvoir gérer correctement cette humidité sur le chantier. Et ces systèmes, quand c'est une ventilation spécifique à la phase chantier, gèrent aussi les pollutions chimiques. C'est un atout complémentaire. Ici, un produit A+, et vous devinez l'écolabel peut-être en haut à gauche de l'étiquette sur le produit. Donc là, c'est une bonne pratique. Ici, malheureusement, un point bas sur le réseau, impossible par la photo de dire si on aurait pu l'empêcher dès la conception ou bien si c'est lié à la phase chantier, mais le résultat, c'est qu'on a un point bas qui est
qui est sujet à la condensation et au développement de moisissures ou de bactéries dans le réseau. Et ça pose encore plus problème si c'est le réseau d'insufflation. Ici, un problème de discontinuité de l'isolation qui crée du coup un point froid dans les parois, hein, donc une condensation possible, et pareil, de l'humidité, donc possiblement des moisissures du côté de l'espace habité. Ici, vous montrez à quoi ressemble par exemple un test d'humidité résiduelle du support avec une bombe à carbure. On a aussi des systèmes un peu moins dégradants, des humidimètres. La bombe à carbure a l'intérêt d'être plus précise, mais c'est en tout cas dans les deux cas un moyen pour mesurer l'humidité résiduelle des supports avant l'application de revêtements, par exemple revêtement de sol par-dessus. Ici, un produit pourtant bleu, voilà, mais qui est pourtant classé C, donc étiquette trop émissive, hein, si on parle de qualité de l'air intérieur futur dans les bâtiments. 3 diapos synthèse pour cette partie chantier. C'est d'abord l'importance de gérer pendant cette phase les problèmes d'humidité. C'est une caractéristique de stocker les matériaux et équipements à l'abri des intempéries qui est souvent donnée dans les projets, mais vraiment le respecter, c'est essentiel pour la qualité de l'air intérieur. Le respecter, en fait, ça veut dire voilà, aussi sensibiliser, prévoir les espaces de stockage à l'abri, prévoir aussi de scinder les matériaux qui sont susceptibles d'être plus sensibles à l'humidité, d'autres produits qui sont moins sensibles, pour avoir au moins pour eux un espace dédié. Veiller à la bonne mise en œuvre des matériaux. On a vu que la continuité de l'isolation est un principal exemple pour éviter les points de condensation. Contrôler à tout prix l'humidité des supports avant la pose d'un revêtement. Maîtriser l'humidité sur le chantier à l'aide d'un déshumidificateur ou d'une ventilation mobile spécifique à la phase chantier, et assurer un renouvellement de l'air du bâtiment pendant toutes les phases du chantier. Ça, c'est essentiel puisque sinon, en l'espace de quelques heures, je dirais une nuit déjà, on peut avoir des moisissures qui se développent sur tout un pan de plaques de plâtre dans le bâtiment. Deuxième point essentiel, c'est maîtriser le renouvellement d'air. On a parlé de l'encapuchonnage des conduits, soit chez le fabricant, c'est encore mieux, soit l'arrivée sur le chantier, c'est très bien aussi. Respecter les règles de l'art pour l'installation du système de ventilation et contrôler les débits, l'étanchéité à l'air des réseaux aéroliques à la réception de l'installation de ventilation. Qui dit mesurer l'étanchéité à l'air des réseaux aéroliques dit conduit rigide, puisque ce n'est pas possible sinon dans les autres types de réseaux. Et puis, le chantier, c'est aussi le moment pour contrôler les faibles émissions de COV, mettre en œuvre les produits prescrits, s'assurer donc, de produits faiblement émissifs, nettoyer le chantier sans dégrader la qualité de l'air, c'est ne pas plonger les outils ou les mains dans le white spirit, pour ne citer que lui, mais des solvants. On n'a plus besoin de solvants quand on applique des produits qui sont en phase aqueuse, par exemple. Déjà, donc la première chose, c'est ne pas avoir besoin de phase solvant pour le nettoyage, mais c'est aussi changer les pratiques et les mentalités. Et puis, contrôler la qualité de l'air à réception du bâtiment pour vérifier le respect des seuils qu'on s'est fixés en termes de qualité de l'air intérieur. Sur la phase chantier, on peut sensibiliser. Un outil existe, nous, il nous semble forcément adapté puisqu'on est à la base de sa création. Ce sont les outils Airbat qui fonctionnent avec des panneaux et des vidéos d'acteurs filmés sur le chantier, et on montre du coup des bonnes pratiques à d'autres acteurs directement par le partage des bonnes pratiques. Alors, merci Céline pour ces précisions. Donc, on voit effectivement qu'il y a pas mal de points de vigilance à faire. C'est pour ça que, euh, par exemple, l'accompagnement de type écran, ça peut s'avérer nécessaire pour maintenir l'attention sur la QAI, même en phase chantier. Sinon, c'est quelque chose qui reviendrait typiquement à la maîtrise d'œuvre pour faire ce suivi, même en phase chantier. Une fois que le chantier est bien mené, ça ne s'arrête pas là, hein, parce qu'il faut quand même, à un moment donné, en phase réception, s'assurer que les objectifs de QAI qu'on s'est fixés tout au début du projet soient bien atteints. Et ça, on peut faire par des mesures. Et moi, j'ai découvert en préparant ce webinaire avec toi que
Il y a plein de sortes de mesures différentes, donc je vais te laisser développer ça pour Ouais. qu'on en sache un peu plus. Oui, exactement. Voilà, cette fin de chantier, c'est vraiment important pour mesurer eh ben, l'atteinte des objectifs initiaux, garantir que le bâtiment qu'on livre respecte les seuils qu'on s'est fixés en termes de qualité sanitaire. C'est mesurer que le bâtiment et avant l'occupation, c'est-à-dire avant le mobilier, avant les occupants eux-mêmes, avant leur activité variée, pour pouvoir interpréter vraiment voilà, l'air lié au bâtiment. Donc, on a vu toutes sortes déjà de mesures, par exemple le radon, on a parlé du monitoring. Mais là, l'objectif, c'est de vous dire, voilà, quels sont les grands types de familles, de mesures, sans faire de vous des spécialistes. En fait, c'est très important voilà, de rappeler que la mesure, en fait, ça peut faire un peu rêver. On peut aller chercher toutes sortes de choses par la mesure et on va forcément trouver tous les résultats en face. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on cherche par cette mesure. Déjà, il y a les mesures ponctuelles. J'en parle assez peu, puisqu'en fait, c'est surtout de la mesure liée à la mesure de sécurité. C'est une mesure à l'instant T. C'est une image seulement à cet instant T et qui n'a pas trop de représentativité du local ou en tout cas de ce que peut mesurer, enfin, ce que peut respirer l'occupant. En fait, c'est vraiment une mesure, par exemple, pour le monoxyde de carbone. Vous voyez des choses qui sont voilà, qui soit présentes, soit absentes, et du coup, une mesure de sécurité, comme je le disais. Donc, ça ne donne pas beaucoup d'informations, ça vous pouvez quand même oublier dans le spectre de ce que je vais présenter, c'est-à-dire les pollutions physiques ou chimiques liées au bâtiment ou à l'occupant. Euh, Dans le bâtiment, à réception, on parle beaucoup de mesures intégrées. C'est la mesure de référence puisque en fait, c'est celle qui pourrait être comparée à des valeurs d'ailleurs sanitaires. Euh, donc en fait, c'est une mesure qui fonctionne par accumulation, c'est-à-dire qu'il y a un support. Donc le prélèvement se passe entre 30 minutes et 2 mois selon les substances qu'on mesure, et il y a un support avec un réactif spécifique à l'intérieur aux polluants mesurés, qui va être en fonction voilà, des polluants de différentes couleurs, par exemple. Ou, voilà, Et en fait, 30 minutes, ça va être par exemple la situation la plus courte, mais on peut aller jusqu'à 2 mois, ou par exemple pour le radon, la norme qui mesure le radon demande au petit dosimètre qu'on avait vu donc dans un précédent webinaire d'être ouvert pendant 2 mois dans le bâtiment. Donc pourquoi la mesure, par exemple, elle coûte cher aussi, c'est parce qu'il y a le laboratoire qui aussi est là pour analyser. Il y a un coût spécifique au laboratoire. Et bien sûr, en plus de ça, il y a la pose, la dépose, la génération du rapport derrière pour l'interprétation des mesures. L'avantage de cette mesure intégrée, comme je disais, c'est que c'est une concentration moyenne sur la période d'exposition. Par exemple, pour du logement, on fera la mesure sur 7 jours souvent. Sur du bâtiment de bureau pendant 5 jours. Et après, on peut donc comparer à des valeurs de référence sanitaire telles que celles de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, ou bien l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si on passe, vous allez le voir avec une petite pompe en supplément, on passe donc du passif à l'actif. Et avec cette mesure en actif, on peut réduire les durées de mesure de 30 minutes à 8 heures, par exemple. Donc, c'est un peu moins représentatif que si on est en passif sur plusieurs jours, mais c'est des fois adapté quand même face à des contraintes logistiques ou d'organisation avec les occupants. Et puis, il y a la mesure en dynamique. Donc là, c'est un suivi en continu des différents paramètres de l'environnement intérieur, dont la qualité de l'air intérieur. Et l'objectif n'est pas d'aller chercher la valeur qu'on va comparer à une valeur de référence sanitaire, mais plutôt de voir l'évolution des concentrations et voir à quel moment on a un pic de pollution et comment on peut y pallier. Est-ce que c'est par réduire la source à l'origine, par exemple les produits de ménage ou une activité polluante dans une classe avec des activités manuelles ou autres. Ou bien on peut travailler sur la ventilation pour amplifier les débits ou pour voir abaisser certains pics de pollution. Ou bien avoir des stratégies d'ouverture des fenêtres adaptées à ces moments de pic de pollution aussi. C'est aussi permettre en fait de gérer le fonctionnement de l'usage en fait ou le fonctionnement du bâtiment. Donc c'est des enjeux complémentaires. Voilà à quoi peut ressembler en fait une mesure en, intégré, donc à gauche. Là, il y a une petite pompe en bleu foncé à côté d'un petit dispositif qu'on appelle des radiellos.
Et ça, c'est une mesure donc intégrée. À droite, vous avez une mesure en exploitation avec un exemple de balise. Et puis dessous, un exemple de courbe qu'on peut obtenir et qu'on interprète ensuite. Voilà un exemple aussi de mise en œuvre de mesures intégrées en passif à gauche. Donc c'est quand même très discret, mais en même temps, il faut toujours parfois faire de la contorsion pour les suspendre et trouver les méthodes pour le faire afin de respirer, enfin de mettre le dispositif à l'endroit où on pourrait respirer, donc à hauteur d'occupation. Si c'est pour un enfant, ça sera plus bas que pour un adulte, donc généralement à 1,60 m environ, 1,50 m, 60. Voilà. Et ensuite, les mesures en dynamique, on peut les faire sur tout type de polluants. Je vous disais, je vous en parlais de certains tout à l'heure, c'est des composés organiques volatiles globaux, légers, le CO2, la température, le bruit, les particules fines. Tous les appareils ont des spécificités, donc c'est-à-dire les paramètres qu'ils regardent, voilà, les finesses aussi de capteurs qui sont associés. Attention à vraiment regarder aussi les capteurs, comment ils sont étalonnés, quelle précision ils ont, quel pas de temps aussi chaque appareil a pour que vous puissiez adapter aussi le choix de votre produit à ce que vous cherchez pour la mesure. Enfin, à quoi on compare les résultats? Eh bien, à plein de valeurs sanitaires qui existent. L'objectif ici n'est pas d'en faire une liste, mais de vous dire qu'il y a surtout l'OMS, l'ANSES, le Haut Conseil de santé publique et l'Agence fédérale allemande qui donnent des seuils qui sont fiables. Si vous voulez commencer par certains seuils, prenez cela. Encore une fois, merci Soline. C'est effectivement les valeurs de référence. C'est bien de se les fixer en début d'opération, hein, on est d'accord, pour Oui. voir si, Mm. quelle que soit la référence qu'on choisit. Alors, la réception est faite, les mesures sont faites, et après, bah, il y a la partie la plus importante de la vie d'un bâtiment qui commence. L'exploitation est là, la vigilance en matière de QA reste mise pendant toute la Mm. durée de vie du bâtiment, notamment par un entretien des systèmes de ventilation, etc. Donc, on n'a pas beaucoup de questions, donc je te laisse rentrer dans ce sujet-là, et puis on laissera un petit peu de temps à la fin Mm. pour les questions. Donc, pour ce sujet de l'exploitation, l'objectif, c'est déjà de transmettre toutes les informations sur la conception du bâtiment, sur sa mise en œuvre aux occupants. Quand il y a des personnes qui sont en charge de la gestion et de la maintenance des bâtiments, donc c'est à eux. Quand il y a des occupants aussi, c'est à eux aussi. Enfin, chacun aura son type d'information qui est dédié, mais tous sont acteurs en fait de la qualité de l'air futur du bâtiment, eux aussi. Donc c'est important déjà de passer les informations sur le fonctionnement du bâtiment. Et ensuite, en quoi ça consiste? Alors principalement, c'est pas une liste exhaustive, mais ça consiste pour les systèmes de ventilation principalement au nettoyage des bouches d'extraction et d'insufflation. Il est récurrent d'observer des bouches qui sont encrassées ou qui sont même bouchées pour des questions parfois de ressenti thermique. L'objectif, c'est voilà, en tout cas, veiller à sensibiliser encore à ces nettoyages-là. C'est sensibiliser aussi au changement des filtres. Le changement des filtres est nécessaire, bien sûr, pour continuer de filtrer correctement l'air extérieur qu'on fait rentrer dans les bâtiments. C'est aussi important de changer les filtres pour, d'un point de vue sanitaire, je l'ai dit, mais aussi d'un point de vue énergétique. Vous savez qu'un filtre encrassé fait surconsommer les moteurs et est néfaste aussi pour la partie énergétique. Donc, comment faire? Alors, soit c'est une régularité, périodicité définie avec le fabricant, soit c'est mettre un témoin d'encrassement des filtres. Ça se conçoit très bien avec les bureaux d'études fluides de faire cela, et c'est assez systématique pour certains projets. Mais c'est une démarche, en tout cas, ce sont des petits capteurs que vous avez au niveau des filtres pour alerter l'occupant ou le gestionnaire sur le changement des filtres à réaliser. Ensuite, pour les filtres, vous avez souvent, vous pouvez recommander une combinaison de filtres, c'est-à-dire un double étage de filtration pour mettre un filtre plus grossier en amont et un filtre plus fin en aval. Par exemple, pour la filtration particulière,
pour avoir un filtre grossier qui est moins cher et qui se change plus souvent, pour protéger un filtre plus fin derrière, qui coûte plus cher et qu'on peut donc du coup aussi protéger un peu plus longtemps. Ensuite, entretenir les systèmes de ventilation, c'est aussi prévoir un nettoyage des conduites aéroliques. Donc le nettoyage, il est permis quand il y a des conduits rigides. Donc c'est aussi pour ça qu'on nous, on a tendance à, bien sûr, à conseiller plutôt des conduits rigides que des conduits souples. Préférer les conduits ronds ou oblongs, enfin voilà, plutôt que les conduits rectangulaires ou en tout cas qui sont moins faciles à nettoyer par les systèmes de nettoyage qui existent. Et voilà, prévoir ce nettoyage. En tout cas, si le système de ventilation a été mis en route pendant la phase chantier, ce qui est rare, mais prévoir son nettoyage à tout prix et le changement des filtres aussi à la réception du bâtiment. Et ensuite, en exploitation, le nettoyage des conduits hydrauliques, il est possible selon une périodicité qui dépend aussi de son encrassement à vérifier. Et puis, entretenir les centrales, ça veut dire pouvoir y accéder, pouvoir y aller facilement et aisément, ce qui n'est pas toujours le cas, par des trappes doivent être régulièrement positionnées. Il y a des normes pour ça. Il y a pouvoir accéder en fait à la CTA ou à la centrale de manière aisée. Et ça, c'est aussi un travail de conception. Enfin, en exploitation, vous avez différents guides qui existent. Il n'y en a que 3 qui sont affichés, mais il y en a une multitude. Le premier, je vous l'affiche puisqu'on y a contribué avec d'autres acteurs. C'est le guide Grand Air, qui est adapté plutôt au logement, mais à l'intérieur, vous retrouverez plein de conseils adaptés à plein de typologies si on traduit les choses. C'est assez illustré, il y a une partie assez synthétique, puis une partie pour les plus curieux. C'est un guide que je vous recommande. Et puis, il y a aussi ces 2 guides qui servent beaucoup à droite, notamment celui de l'ADEME, tout à droite, un air sain chez soi. Si vous voulez retrouver tout ce qu'on a dit en webinaire numéro 1 sur les polluants et sources de l'air intérieur, vous avez plein de choses à l'intérieur pour faire un rappel. Enfin, des petits focus en partie exploitation, notamment sur les meubles. On a parlé du bois et des particules de bois dans certains matériaux liés aux matériaux et produits de construction. On retrouve ça dans la partie mobilier, puisque le bois, à lui seul, vous savez, émet très peu de formaldéhyde, on l'avait vu. Simplement, quand les particules de bois se retrouvent en toutes petites particules avec de la colle pour tenir ces plaques de bois, agglomérée, alors on met de la colle. Les fabricants ont beaucoup évolué sur la composition des colles, mais il faut quand même s'assurer qu'elle soit faiblement émissive. Et puis derrière, le bois, même s'il est massif, on en met des produits parfois pour le vernir, pour le traiter, etc. Ce sont ces produits-là qu'il faut regarder dans ce cas-là. Et puis, dans tous les cas, préférez, quand on met une peinture par-dessus, des peintures labellisées en phase aqueuse, classe A+, avec un rapport d'essai ou attestation de laboratoire. Voilà, donc il y a une multitude de choses à regarder dans l'exploitation, mais le mobilier fait partie de ces choses-là. Par exemple, aussi les plaques de bois donc agglomérées peuvent être revêtues, vous savez, de petites couches. Et ce revêtement, des fois, fait barrage aussi aux émissions du matériau lui-même. Donc, c'est important aussi à prendre en compte dans l'analyse. Et puis le ménage, large source d'émissions de polluants chimiques dans l'air intérieur et qui est donc régulièrement émise dans les bâtiments. Alors attention à ne pas forcément avoir une multitude de produits. On peut aussi réfléchir à des produits polyvalents, qui servent à différents usages. Attention aux parfums qu'on ajoute dans beaucoup de produits et qui n'apportent aucune efficacité aux produits appliqués. Le parfum apporte plutôt des allergisants dans les produits et ce n'est pas facile de les enlever puisqu'en fait, tous les produits existent sur le marché pour avoir des produits non parfumés, mais on fait face au marketing olfactif aussi assez puissant et au changement des comportements. Mais c'est important de s'affranchir de ces parfums ou des surodorants qu'on ajoute dans les produits. Respecter les doses, bien sûr, pour ne pas rajouter des pollutions. Préférer aussi de l'action mécanique que l'action chimique, par exemple avec les microfibres qui font très bien l'affaire pour nettoyer tout ce qui est particulaire, par exemple, ou les surfaces. Et certaines bonnes pratiques, comme le nettoyage vapeur, permet de ne pas avoir de
produits qui détériorent la qualité de l'air intérieur, des produits chimiques, et nettoyage par la haute pression avec juste de la vapeur permet pour beaucoup de surfaces, en tout cas les grandes surfaces comme les sols par exemple, de pouvoir avoir une démarche intéressante, d'ailleurs pour les collectivités notamment. Voilà, mais ensuite plein de choses dans l'air intérieur qu'on apporte par les usages, hein. La fumée de cigarette, ça, c'est vraiment un polluant, voilà, toujours d'actualité malheureusement, qui peut se retrouver dès la phase chantier dans les produits qui sont par exemple très absorbants, qui pourraient être pollution qui pourrait être rémise d'ailleurs dans l'usage du bâtiment. C'est aussi la fumée pendant l'occupation. Et puis plein de produits d'ambiance, les bougies parfumées, les papiers divers imprégnés d'odeurs, etc., qui sont aussi une source de dégradation de la qualité de l'air intérieur. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas s'il y a des questions. Merci à toi, Soline. Tu veux peut-être arrêter le partage pour qu'on te voit en grand. Et on a quelques questions, effectivement, donc je vais essayer de, de sélectionner celles qui me paraissent le plus pertinentes pour l'instant. Tu as parlé de débit de ventilation tout à l'heure. Oui. Et il y a une question justement qui concerne la ventilation dans les écoles. Si le débit de 18 mètres cubes qui est réglementaire est jugé insuffisant, quel débit est-ce qu'il faudrait à ce moment-là Oui. prévoir pour que ce soit conforme? Alors, effectivement, je disais que autant, voilà, là, c'est un sujet, quand on parle d'enfants, nous, on a tendance à vouloir pousser les débits au-delà de la réglementation. On ne fait pas dans toutes les typologies de bâtiments de se battre à tout prix pour augmenter les débits. Effectivement, c'est bien une typologie qu'on préserve ces enfants et voilà, recommander les 25 mètres cubes heure par personne, quelles que soient voilà, les personnes d'un bâtiment d'école. Ça nous semble le bon objectif. Donc, que ça soit adulte ou enfant, 25 mètres cubes par heure par personne minimum. On pourrait pousser, hein, et des fois on pousse au-delà, mais disons au moins c'est 25 mètres cubes heure par personne pour les enfants. Au moins autant qu'un adulte, hein. Mm. Très bien. Sinon, est-ce qu'il y a des équipements euh, pour installer chez des particuliers dans une maison pour surveiller, entre autres, tout ce qui est lié aux moisissures? Est-ce que ça existe, ça? Est-ce qu'on peut conseiller à un particulier d'avoir ça chez soi de façon abordable? Alors, pour contrôler la moisissure une fois La qu'elle est là. présence de moisissures, hein. Ah oui, non, si, voilà. En fait, alors j'ai envie de répondre d'abord à la question et en plus, après, j'élargirai un petit peu. En fait, il y a alors, comment se passe la mesure de moisissure? On peut mesurer les moisissures dans l'air dans la pièce, ou on peut mesurer les moisissures sur les surfaces. En fait, on peut mesurer l'air les moisissures dans l'air par des biocollecteurs avec des petites géloses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, beaucoup d'entre nous en ont manipulé il y a longtemps quand on était en études. Donc, en fait, ce sont des petites de cette dimension-là, des géloses qui sont disposées dans un biocollecteur et qui permettent voilà, ensuite qui partent en laboratoire pour savoir quelles sont les concentrations dans l'air ambiant. Et on peut aussi faire des prélèvements de surface, comme un petit scotch, qu'on vient, quand on a une surface où il y a des moisissures déjà, pour voilà, mesurer les moisissures, mais surtout identifier quelles moisissures on a. Parce que quand on mesure dans l'air, on peut savoir la charge globale, la charge fongique, mais sans pouvoir forcément identifier toujours ce qu'on a dans l'air. C'est aussi possible, hein, de faire cette identification, il faut la demander en laboratoire. Et quand on va sur les surfaces, on peut aussi, s'il y a une moisissure, identifier de quelle moisissure on parle. Parce qu'il y a des moisissures qui sont plus gênantes que d'autres par rapport à l'aspect sanitaire. Voilà comment on mesure les moisissures. Et ce que j'avais envie de dire, là, c'est que la partie équipement, donc liée à la mesure qui était dans la question. C'était pas les équipements liés à la ventilation, hein, c'était vraiment les équipements de mesure. C'est ça, hein? Oui, oui, ça Ouais. de Ok, s'assurer au nom de enfin, confirmer la présence au nom de moisissures ok, donc c'est bon, dans c'est un ça. logement. Ok. Ensuite, une autre question. Tu as abordé quelques préconisations pour différents systèmes de ventilation. Là, il y a quelqu'un qui demande
s'il y a des précautions spécifiques concernant les puits canadiens en Euh, matière de QAI, j'entends. oui, alors, les puits canadiens, c'est un système donc, voilà, souterrain qui permet de réchauffer l'air entre un point A et un point B qui est le lieu où l'air rentre dans le bâtiment, dans les espaces de vie. Donc, ce puits canadien, il y a des points de vigilance effectivement pour la qualité de l'air intérieur, puisque ça pourrait être, si on n'y fait pas attention, un lieu de concentration en pollution dans l'air intérieur, ou bien même un lieu de développement de moisissures ou de bactéries, parce que c'est aussi un lieu propice pour cela. Donc, pour ne pas avoir ces problèmes-là, il faut déjà une jonction très soignée de chaque bloc de canalisation qui se jointe. Il faut une pente minimum de quelques pourcents, hein, 3% par exemple, on peut dire, pour faire une pente et pour éviter qu'il y ait une stagnation de liquide dans ce réseau-là. Prévoir un système d'évacuation des condensats à tout prix pour ne pas, voilà, pour gérer ces condensats aussi euh, au bout du puits canadien. Euh, et je dirais ne pas faire ce système quand on a une pollution de sol connue. C'est-à-dire s'il y a du radon enfin, c'est pas ne pas, mais c'est peut-être déconseiller ce système si on a une pollution souterraine connue, qu'elle soit naturelle ou artificielle. C'est-à-dire naturelle comme le radon. Si on a connaissance qu'on est en potentiel 2 ou 3 dans sa commune, c'est un peu risqué de faire ce système-là qui fonctionne en extraction en plus bien souvent. Et du coup, on pourrait par tous les endroits de défaut d'étanchéité du puits canadien, extraire du radon et du coup le concentrer jusqu'à l'entrée d'air du bâtiment. Ça, je déconseillerais en fait dans ce cas-là. Et puis après, quand il y a une pollution anthropique passée et on sait que ces pollutions peuvent être un peu volatiles, c'est pareil, un peu voilà, peut-être déconseillé. Ou alors en tout cas avoir un soin accru dans ces situations-là. Mm. Et puis voilà ce que je vois. Après, il y a aussi les systèmes depuis canadiens qu'on pourrait mettre en surpression éventuellement pour ne pas avoir cette extraction et du coup cette entrée de pollution du sol volatile dans le puits canadien. On pourrait réfléchir par aussi insufflation. Certains puits peuvent peut-être être en air insufflé et du coup on n'a pas cette rentrée de polluants dans le puits canadien. Mm. Très bien, donc il y a pas mal de points de vigilance au final Oui, pour ce type de système. je vois aussi Euh, puits canadien hydraulique à l'instant. Peut-être la personne, je ne sais pas si c'est la même personne, mais qui précise. Et dans le cas de puits oui, canadien hydraulique, alors hydraulique, non. Quand c'est hydraulique, c'est un liquide qui fait l'action en fait de réchauffement et donc du coup de l'air et du coup il n'y a pas de passage d'air dans le sous-sol. Dans ce oui, cas-là, bien. il n'y a pas de raison de concentrer les polluants dans l'air intérieur. Parfait. Donc, optez pour une solution hydraulique, si puis canadien. Concernant l'exploitation, il y a quelqu'un qui demande quelle fréquence conseiller pour le nettoyage des conduits de ventilation. Donc, tu vas répondre que ça dépend du contexte. Bah, alors moi, je ne pourrais pas donner effectivement de recommandations parce qu'en fait, je pense qu'il faut systématiser, enfin, prévoir les passages de caméra. Et c'est en fonction du résultat des passages de caméra qu'on nettoie. Ça dépend tellement en fait de l'occupation. Il y a des contextes qui vont beaucoup générer de pollution ou d'humidité et d'autres moins. Donc il n'y a pas vraiment de. Enfin, je pense que c'est un truc, c'est un sujet à débattre avec le bureau d'études fluides à la fin de la conception en termes de recommandations pour le futur. Et puis surtout, l'adapter en cours de route si besoin, si on voit Ouais. que c'est pas, si ça s'encrasse beaucoup. Tu avais évoqué à un moment donné que on peut avoir une ventilation spécifique en cours de chantier. Oui. Il y a une question à quel lot on peut attribuer Ouais. cette ventilation spécifique. Alors, cette question, elle fait écho à ce fameux slide que j'ai rajouté pour dire, voilà, et le métier de ventiliste, en fait. À quel lot? Ça veut dire que ce lot, il se balade, en fait. La ventilation, elle se balade entre différents lots. Euh, En fait, le cas d'une entreprise générale, c'est facile. Le cas où il y a différentes entreprises, bah, ça peut être le lot CVC, bien sûr. Mais voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Et en tout cas, il faut l'inscrire dès le début pour avoir une chance de le De faire. l'avoir, oui. C'est pas simple parce qu'en fait, effectivement, c'est un surcoût. Il y avait plein de choses qu'on a dites pendant ces 3 webinaires qui sont pas des surcoûts. Parfois, c'est que du bon sens ou c'est juste un critère de choix en plus parmi tout ce qu'il y a sur le marché, par exemple pour les produits qu'on a cités en webinaire numéro 2. Par contre, cette disposition de surventilation, enfin de ventilation, pardon, spécifique à la phase chantier, ou bien même d'encapuchonnage des conduits de ventilation, comme on a dit précédemment aussi, ce sont des surcoûts qu'il faut prévoir en fait dès le début. Euh, mais voilà, c'est effectivement l'entreprise qui fera plutôt le CVC qui doit le Ouais. prévoir. Et donc, du coup, Et le ça, CVC. j'aimerais aussi dire que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que c'est complémentaire à l'ouverture des fenêtres avec une stratégie pendant la phase chantier. Ouais. Du coup, je reviens à la toute première question en fait, qui revient à l'étude sur la qualité de l'air enfin, la présence de moisissures dans les logements que tu as cités tout au début du webinaire. Oui. Il y a quelqu'un qui pose la question s'il y a dans l'étude figure une répartition de présence de moisissures selon les années de construction. Est-ce que c'est quelque chose que tu auras en tête? C'est une À ma question piège, connaissance, peut-être. non. À ma connaissance, non, mais C'est plus la notion de faudrait retourner dans cette performance. étude. Non, C'est plus la notion j'ai de pas de performance connaissance. qui. Ouais, ok, très Ouais. bien. Non, il y a plutôt une distinction entre un panel de bâtiments performants d'aujourd'hui et une moyenne des logements français, on va dire, sur le reste du panel. Après, il n'y a pas eu de distinction sur le panel des résidences françaises moyens. Il n'y a pas eu de distinction à ma connaissance, mais j'en suis pas sûre. Très bien. Euh, et je prends une toute dernière question avant de se quitter. Euh, et savoir si enfin, on travaille beaucoup avec des sondes CO2 pour adapter les débits de ventilation en fonction de l'occupation, mais la question est, est-ce qu'il existe aussi des sondes multipolluants pour adapter les débits aussi en fonction de, je ne sais pas, des émissions de CO2 ou d'autres polluants que les concentrations CO2? Oui, il existe des ventilations qui peuvent être asservies à d'autres polluants que humidité ou CO2. Par exemple, on peut faire aussi sur les COV, composés organiques volatiles, ou certains composés parmi les COV. En fait, oui, c'est possible. Après, il faut voir s'il y a tout ce qui est avis technique, etc. C'est parfois là où c'est un peu plus complexe. Il faut un peu plus de temps pour chercher des ATEX ou quoi. Mais en tout cas, il y a déjà des choses qui existent pour faire selon différents paramètres autres que l'humidité seule ou même le CO2. Ouais. Mais Par concernant contre, les je ne veux pas dire que COV, c'est à la place, hein. C'est pas à la place d'eux, c'est voilà, en complément de en l'humidité complément, oui. et le Et puis, CO2. Ouais. dans tous les cas, concernant les COV, autant les réduire à la source par le choix des meubles et des produits. Ouais, oui, Ouais, mais effectivement, en complément, on peut aussi mesurer ou même asservir la ventilation à cela. ouais, très bien. Ben, merci beaucoup, Céline, pour la réponse Merci. à toutes ces questions. Je vais juste prendre la parole en fin de webinaire, donc j'espère que vous voyez mon écran, pour vous signaler qu'il vous reste quelques jours jusqu'au 16 décembre pour vous inscrire à un diplôme interuniversitaire sur le risque radon et la qualité de l'air intérieur. Ce sont l'IUT Nord-Franche-Comté et la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg qui proposent pour la troisième fois, si je ne me trompe pas, une formation spécifique qui vise à former les professionnels du bâtiment pour diagnostiquer et trouver des solutions techniques en matière de radon et aussi de les équiper pour conseiller, faire des préconisations de travaux pour avoir une bonne QAI. Et c'est une formation qui est en distanciel et il y a la possibilité, elle est sur une année complète, presque tout est en distance. Et vous pouvez choisir de faire la formation en intégralité ou alors suivre que certains modules qui vous suivraient, qui vous intéresseraient spécifiquement. Donc jusqu'au 16 décembre pour les inscriptions. Donc Céline a cité tout au long du webinaire un ensemble de ressources. En complément, je vous invite à aller sur le site du pôle énergie où il y a toute une sélection de ressources avec des sites de référents, des guides et des outils qui peuvent vous être utiles, quelle que soit la phase euh, de votre projet, programmation, conception ou chantier. Voilà.
Donc, c'est le troisième et dernier webinaire que nous avons organisé ensemble avec Soline Martin de Medieco. Premier sur les enjeux et stratégies pour les acteurs du bâtiment, deuxième sur le diagnostic et le choix des produits de construction, et celui d'aujourd'hui, comment garantir un renouvellement d'air adapté et réussir les phases de chantier et de réception. Donc, l'ensemble des 3 webinaires sont disponibles en replay. Vous serez destinataire du support de présentation et du replay. Et avec ces mots, je dis d'abord merci beaucoup, Céline, pour ta mobilisation sur ces 3 webinaires, d'avoir partagé ton Merci beaucoup. expertise. C'était très intéressant, très riche en contenu, très dense aussi. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et on vous dit à bientôt pour d'autres événements sur la QAI l'année prochaine. Bon appétit et bonne fin d'année à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.